Salut, c'est Mehdi et aujourd'hui on parle de jeux vidéo juste avant le Tokyo Game Show 2018. Ça se trouve, même quand je mettrai en ligne cette vidéo, ça sera en plein Tokyo Game Show 2018. Et donc pour cela, je vous propose de retourner à Japan Expo 2018 parce qu'il y avait beaucoup de stands autour de jeux vidéo et pas mal de jeux présentés qui sont pour certains sortis récemment. Allez, c'est parti. Partons tout de suite en balade dans le Hall 6 qui contenait pour ma part les stands les plus impressionnants du salon. On y trouve les stands des grands éditeurs, une partie jeux indépendants, du VR et pas mal de jeux rétro. Voici le magnifique stand de Square Enix sur lequel on pouvait tester Kingdom Hearts 3 avec la démo disponible lors de l'E3. Le jeu est prévu pour fin janvier 2019. Une énorme Keyblade placée au centre du stand. À droite, un spot pour se prendre en photo avec une Keyblade dans un décor issu du stage de Toy Story. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas légère. Cela me fait penser qu'au Japon, ils vendent des Keyblades grandeur nature dans les coins jeux vidéo pour 18 000 yens, soit environ 130 €. Le coin pour le MMORPG Final Fantasy XIV qui, comme au Japon depuis plusieurs années, sur leur stand vous permettent d'affronter des boss pour remporter des t-shirts. Avec en plus ici, des commentateurs. Une entrée en forme de temple pour cacher les machines de démo de Shadow of the Tomb Raider. Le jeu n'étant pas recommandé aux moins de 18 ans. Il vient d'ailleurs tout juste de sortir. De l'autre côté du stand, un coin pour tester Dragon Quest XI, ce fameux RPG sorti l'an dernier au Japon, qui a débarqué en France sur PS4 uniquement pour l'instant. Le truc qui me saoule, c'est qu'ils ont trouvé le moyen d'améliorer la version européenne, enfin internationale. Tant mieux pour vous, hein. Mais par contre, pour ceux qui ont acheté la version japonaise, c'est pas très cool. Par exemple, ils ont rajouté des voix. Voilà, dans la version internationale, t'as des voix, alors qu'à la version japonaise, il n'y a pas de voix. Alors ça fait extrêmement bizarre quand tu commences à jouer, surtout au début, tu vois, et que tu vois l'intro du début, que tu vois les personnages qui parlent, t'as la bouche qui bouge, mais t'entends rien, t'as juste des caractères, ça fait quand même étrange, surtout en 2018. Maintenant, on est habitué au RPG qui soit quand même doublé. Surtout un grand RPG comme Dragon Quest, mais enfin bref, c'est bizarre. Et l'autre truc qu'ils ont rajouté, entre autres, c'est le fait que le personnage puisse courir. Donc tu as une option dash, donc tu peux faire courir le personnage, ce que tu ne peux pas faire dans la version japonaise. Alors je veux dire quand même, ça fout un peu les boules, surtout à ceux qui l'ont acheté au Japon, parce qu'elle est sortie déjà il y a plus d'un an. J'espère quand même qu'ils vont nous sortir une DLC, mais faut pas rêver. Et puis peut-être qu'ils vont nous sortir une version améliorée internationale pour le marché japonais. Je peux vous dire que je me suis fait avoir dans le passé par plusieurs reprises avec Square, hein, avec les Final Fantasy. Donc maintenant, vu que Square Enix est la même boîte, hein, qui sait, c'est possible. Un petit coin pour essayer les aventures extraordinaires du Capitaine Spirit. Si vous voulez le tester, il y a une démo dispo sur le PS Store. À proximité, le stand de Omen, qui attirait bien du monde avec des tournois de Overwatch et Fortnite. Mais je trouve qu'on bouffe assez de Fortnite en ce moment, donc on continue tout de suite avec sans conteste le plus grand stand du salon, le stand de Nintendo. Au centre de ce stand, une scène avec des grands écrans pour des démonstrations et des compétitions. Autour de la scène, un grand nombre de démos jouables. À commencer par Super Smash Bros Ultimate, qui est certainement la star du salon pour la partie jeux vidéo. On remarquera au passage cette magnifique fresque. D'après ce que j'ai vu, la version Switch se base sur la version Wii U, avec plein de contenu en plus, dont une collaboration avec Castlevania et avec des reprises des musiques de la série, ce qui me fait super plaisir. Rien que pour ça, j'ai envie d'acheter le jeu. Et puis Snake est de retour. J'en ai d'ailleurs profité pour prendre une photo avec lui sur le stand. Je pense que je vais avoir du mal à résister lors de la sortie de ce jeu en décembre. Oui mais bon, les jeux recyclés de la Wii U, ça commence à faire un peu beaucoup, non? Mario Kart 8, Captain Toad, Bayonetta 2, Pokken, y a quoi encore? Il y a aussi Donkey Kong, tout ça c'est des jeux qui sont à l'origine sortis sur Wii U et que j'ai pour la plupart achetés. Et qui ont été adaptés maintenant sur Switch. Alors si c'était les mêmes adaptations, je me dirais bon c'est pas grave, j'ai pas besoin de les acheter. Mais le truc c'est qu'ils vont toujours te rajouter des petits trucs, tu vois, ils vont te faire des Deluxe, genre Mario Kart 8 Deluxe, Pokken DX, tu vois, et du coup bah, t'as envie de les acheter. C'est ce qui est assez stressant pour moi parce que j'ai pas la maille, hein, je peux pas permettre ça. Et là ils viennent d'annoncer le New Super Mario Bros. U.
et bah c'est pareil, ils t'ont rajouté des personnages, et en plus, ils t'ont rajouté le jeu New Super Luigi U complet. Tu vois, alors si toi tu l'as déjà acheté sur la Wii U, je vais te dire que là tu fais la tête. Mais dans un sens, hein, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, parce que la Wii U, elle s'est pas vendue tant que ça, donc il n'y a pas beaucoup de monde dans le même cas de figure que moi. Et au contraire, pour ceux qui n'ont pas pu les acheter, eh ben c'est vachement cool, parce que ça reste des jeux de très bonne facture. Il y avait aussi Go Vacation qui lui est à l'origine sorti sur Wii avec une 50aine de mini-jeux. Notre star de ce stand, c'est Splatoon 2, dont le coin en couvrait une bonne partie. Un jeu très populaire au Japon. D'autres titres Nintendo que l'on connaît déjà étaient disponibles en démo jouable sur le stand, comme Mario Odyssey, ARMS, Mario Tennis Ace, Kirby Star Allies, Sushi Strike. Mais aussi des nouveautés, avec Octopath Traveler, un chouette RPG au graphisme avec des jolis effets rétro que j'aimerais bien avoir le temps de faire. Okami HD pour Switch disponible depuis peu, une version qui propose un gameplay proche de la version sortie sur Wii en 2009 grâce à l'écran tactile et au Joy-Con. Monster Hunter Generation Ultimate qui débarque enfin en France. Pour marquer le coup, le producteur Shintaro Kojima a fait le voyage du Japon pour jouer avec les Hunters français, avec une séance de dédicace à la fin sur de jolis posters, et le fameux Golden Greg pour faire l'interprète, le tout encadré par Vincent, le community manager de Monster Hunter. J'en ai profité moi aussi pour faire signer mon poster, qui est juste là, en haut, et aussi pour faire une photo avec Shintaro, donc le producteur de Monster Hunter. On continue dans la baston avec SNK Heroines. Là encore, le temps que je fasse l'émission, le jeu est déjà sorti. Pour les jeux à venir, toujours dans la baston avec My Hero Academia Wants Justice qui sortira sur Switch mais aussi sur PS4 et Xbox One. Il est prévu pour le 26 octobre. Sachez tout de même qu'il est déjà sorti au Japon. Un jeu de combat qui me fait fortement penser à la série des jeux de combat de Naruto. Valkyria Chronicles 4, le tactique RPG de Sega, prévu pour le 25 septembre pour Switch, PS4, Xbox One et PC. Une démo jouable est dispo sur le Nintendo eShop et sur le PS Store. Dark Souls Remastered, prévu pour le 19 octobre 2018. Un jeu que l'on n'a plus besoin de présenter et qui m'a fait serrer les dents à plusieurs reprises. Allez, un petit hug de Luigi pour oublier les séquelles que m'a laissé ce jeu. Travis Strike Again No More Heroes, un multiplayer qui me paraît space où l'on doit affronter des bugs. Il devrait débarquer pour début 2019 sur Switch. Super Neptunia RPG. Les Neptunia sont à la base une série de RPG en 3D sortis au Japon et qui commence à avoir un bon nombre de titres dont un compatible PlayStation VR. Je n'ai jamais eu le temps de finir un jeu de cette série, probablement par manque de motivation. Mais j'aime bien le concept des personnages qui ont pour image des consoles de jeu. Ce volet m'intrigue sérieusement car il a la particularité d'être en 2D et je trouve ça bien joli. Ce jeu devrait sortir le premier trimestre 2019 pour Switch mais aussi pour PS4. Le coin Nintendo eShop pour présenter des jeux indés comme le fameux Hollow ou Wizard of Legend avec sa touche graphique pixel à l'ancienne. Dead Cells est un bon Metroidvania, là aussi des graphismes à la dot 2D style. Ce coin présentait aussi des classiques de l'arcade comme Ikaruga, dont la version Dreamcast m'a particulièrement marqué. Personnellement, je trouve que la Switch, c'est une console qui s'adapte très bien à ce format de jeux indé, jeux d'arcade classique et les jeux rétro en règle générale, car ce sont des jeux qui ne sont pas très gourmands graphiquement. Bah du coup, les versions de Switch ne sont pas très différentes des versions PS4 ou PC. Mais l'avantage de la Switch, c'est que c'est une console portable, hein, et en plus, elle démarre tout de suite, donc on peut jouer rapidement, comme ça, dès qu'on veut, ce qui est très pratique. Et en plus, Capcom viennent d'annoncer une collection de 7 beat'em all pour Switch, donc 7 gros titres de l'arcade qui sont sortis fin des années 80, début des années 90, comme Final Fight. Donc ces titres qui sont déjà disponibles pour la plupart dans des collections qui sont sorties sur PS2 et PSP, donc les collections, Capcom Classic Collection, surtout la version 2 pour PS2 et la version Reload pour PSP, des versions qui ne sont pas sorties au Japon, je tiens à le préciser, donc j'ai un peu les boules. Mais enfin bref, dans cette collection, il y a Power Gear,
qui lui n'a jamais été adapté sur console. D'ailleurs, ce jeu n'existait que sur arcade jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises, ce qui est mortel. Donc tu vois, ça motive, là tu te dis oh là là, je suis pressé que ça sorte. Alors ils vont sortir une version téléchargeable très prochainement, et puis pour décembre, je pense qu'il y aura une version cartouche, donc en paquet, donc là je me tâte. Qu'est-ce que je fais? J'achète tout de suite ou pas? On verra. De toute façon, il n'y a pas le feu. Un grand espace réservé au Nintendo Labo, histoire de tout savoir sur ces jeux qui se jouent avec des cartons à monter. Le multikit et le kit robot étaient en démonstration. Le multikit se compose de 5 modes, utilisant 5 assemblages de cartons que l'on appelle Toy-Con. La voiture téléguidée, que l'on pouvait utiliser ici pour faire des combats de sumo. On la pilote avec l'écran tactile de la Switch. Les autres modes sont la canne à pêche, la maison, la moto et le piano. Cela peut paraître enfantin, mais il y a de très bonnes idées pour augmenter la durée de vie de chaque mode. On va éviter de rentrer dans les détails car cela risque d'être long à expliquer. Et passons au kit robot, un kit qui se compose entre autres d'une sorte de sac à dos, d'une visière, de 2 poignées pour contrôler les bras du robot et de 2 sangles à attacher aux pieds pour contrôler les pieds du robot. Une fois équipé, il suffit de bouger notre corps pour contrôler le robot. On montrait aussi comment décorer et personnaliser les cartons, je veux dire les Toy-Con. Vu la taille de l'espace réservé à Nintendo Labo, on sent que Nintendo veut nous vendre ses cartons. Attention, hein, je ne déteste pas le principe, je trouve ça même intéressant. Et puis Nintendo ont toujours plus ou moins recherché à mélanger le jouet et le jeu vidéo. Mais bon, ces cartons, ça prend de la place, hein. Et puis c'est des cartons, quoi. Hein, avec le temps, on va savoir ce que ça va donner. Bon, tu me diras, on pourra toujours les bidouiller ou les reconstruire nous-mêmes. Mais voilà, quoi, c'est le seul problème, c'est la place, quoi. Alors, pendant que je suis en train de discuter, quoi, pendant que je suis en train de faire cette émission, depuis le temps, il y a un nouveau kit qui est sorti, le kit véhicule, qui cette fois-ci dispose d'un volant et d'une pédale, vous permettant de conduire une voiture qui peut se transformer en avion. Et quand elle se transforme en avion, vous pouvez la conduire avec un guidon, enfin la commander, ou je sais même pas si on dit conduire, la piloter, voilà, avec un guidon. Elle peut se transformer aussi en sous-marin, et là vous avez un espèce de double volant qui se joue aussi avec la pédale, vous permettant de contrôler le sous-marin. Et là encore, c'est bourré de modes, bourré d'idées, hein. Nintendo, voilà quoi, ils sont forts les gars, il n'y a rien à dire. Et en plus, ce qui est vachement fort, c'est que le volant, tu vas pouvoir l'utiliser avec le Mario Kart 8 Deluxe. Allez, un petit coin Expo Goodies avec de jolis t-shirts et un 1000 bornes Mario Kart. Je ne savais même pas que ça existait. On finit le tour du stand de Nintendo avec une exposition d'Amiibo. Nous voici devant le stand de Kelab, connu pour ses jeux smartphone, dont le fameux Love Live. Le stand proposait une expérience VR pour jouer les gardiens de but dans l'univers d'Olive et Tom. C'est marrant, au Japon, lors du Japan Amusement Expo, le salon de l'arcade, sur le stand de Taito, on nous a proposé l'inverse pour faire des tirs au but. Allez, revenons à Japan Expo pour passer juste à côté au stand d'un éditeur connu pour publier un bon nombre de licences japonaises, en particulier des jeux Sega, mais aussi Nippon Ichi Software et Nihon Falcom, des boîtes que j'apprécie énormément. Le stand permettait de tester de nombreux jeux, dont Valkyria Chronicle 4 sur PS4. Un coin pour jouer à Sonic Mania Plus, sorti sur PS4 en juillet, disponible aussi sur Switch et Xbox One. Yakuza Kiwami 2, un jeu que j'avais déjà présenté lors du Tokyo Game Show 2017. Au passage, le producteur de Yakuza, Daisuke Sato, et le doubleur de Kiryu Kazuma, donc Takaya Kuroda, ils étaient à la Japan Expo. En plus, accompagnés par un pote qui lui d'habitude vit normalement en Angleterre, donc il était venu spécialement pour l'événement. Et comme un naze, je les ai loupés. Je me suis planté de jour. Côté Nippon Ichi Software, Disgaea 1 complète sur PS4, prévu aussi pour Switch pour octobre. Et l'Abyss of Refrain Coven of Dusk qui ne devrait pas tarder à sortir. Un jeu que j'avais aussi présenté l'an dernier lors du Tokyo Game Show 2017. Cette fois-ci, il y avait aussi une grande personne de Nippon Ichi Software qui était là, donc c'était Shohei Nikawa, qui est le scénariste en fait de la série Disgaea et aussi le producteur et aussi le patron, donc le shacho de Nippon Ichi Software. Et je suis dégoûté de l'avoir loupé. Là encore, j'ai pas assuré une cacahuète, mais qu'est-ce que vous voulez? Tellement de choses à faire en une journée que voilà quoi, je suis tout seul, donc je ne pouvais pas faire des miracles. Voilà, c'est bien dommage.
En tant qu'amateur de rétro gaming, le contenu de la collection SNK pour le 40e anniversaire m'intriguait fortement. Cette compilation propose plusieurs titres d'arcade des années 80 comme Ikari Warriors ou Psycho Warrior. 13 titres ont été déjà annoncés et SNK laisse sous-entendre qu'il y en aura plus. Cette compilation sortira sur Switch en Europe, aux États-Unis et en Australie pour novembre, mais rien de prévu actuellement pour le Japon. Pour continuer avec SNK, il y avait une conférence retraçant les 40 ans de la société avec la participation du fameux producteur Yasuyuki Oda, Laurent Vernesi, un Français travaillant chez SNK, et Benjamin Perret, alias Ben de Pixel Love, qui est aussi un ami de longue date, et un fervent fan de la Neo Geo. Je n'ai malheureusement pas pu filmer l'ensemble de la conférence, mais j'ai pu quand même parler un petit peu avec Monsieur Oda et profiter pour faire une photo. Après la conférence, j'ai foncé vers le stand de Pixel Love qui font de magnifiques ouvrages bourrés d'infos sur le jeu vidéo. J'en ai profité pour demander à Ben de me montrer quelques ouvrages, dont voici par exemple un dédié à Capcom. Si vous ne connaissez pas Pixel Love, je vous conseille sérieusement de checker leurs publications. Pour continuer dans les publications sur le jeu vidéo, le stand Omakebook était aussi présent. Là encore, des ouvrages très pointus. J'en ai profité pour passer un bonjour à Florent Gorge, qui est entre autres la personne la plus calée sur l'histoire de Nintendo que je connaisse. Je l'ai déjà dit dans une émission qui parlait des bornes d'arcade pour Taito 2018. Et bien Florent Gorge a sorti un livre sur le père de Space Invader, qui est un personnage vraiment important de jeux vidéo, et ce bouquin est sorti en japonais, ce que je trouve vachement bien, et franchement j'aimerais qu'il y ait plus d'éditions, que ce soit Pixel Love ou Omake Book, en japonais, parce que on a de magnifiques ouvrages en français, et je sais déjà qu'il y a des japonais qui les achètent même en français, c'est pour vous dire à quel point ils sont intéressants. Et en pensant à Florent, en fait, pendant que je suis en train de faire cette émission, là je pense qu'il est en train de cavaler un peu partout dans le Japon pour rencontrer de grands collectionneurs pour sa prochaine saison de Collector's Quest. Et puis en plus, il est accompagné aussi d'Alex, donc Alex de No Life. Donc ça ne rigole pas, et j'espère pouvoir les voir. Donc si les gars vous voyez les émissions, enfin vous voyez cette émission, contactez-moi, ça serait cool qu'on se voit. Pour continuer dans les grands connaisseurs en jeux vidéo, voici le stand de Marcus aux couleurs de Fallout. Un stand fabriqué par FPG Création, donc par Luc et Nathan, qui ont fait un super travail. Une petite visite de la caravane dans laquelle on pouvait discuter avec Marcus. De magnifiques casques et armes fabriqués par Darksun Factory. Un savoir-faire impressionnant mélangeant impression 3D et technique de moulage pour une finition de qualité. Par exemple, ce casque est fabriqué de résine chargée de poudre d'aluminium. Avec la participation de l'association Nemco Show, le stand permettait de jouer à des jeux rétro comme ce Pong. Il y avait aussi de la Mega Drive et de la Nintendo 64. Plusieurs espaces étaient dédiés aux jeux rétro. PS1, Dreamcast, GameCube, PS2. Oui? On sort du cadre du jeu rétro pour moi là. À bien y réfléchir, c'est quoi les critères pour qu'un jeu soit considéré rétro? Passons au stand de Emo5. Emo5 qui est bien connu parmi les rétro gamers français. Le stand disposait d'un coin spécial Tomb Raider, à commencer avec le premier sorti en 1996, d'abord sur Saturn, puis sur PlayStation. Vous n'avez pas idée de comment ce jeu a pu me stresser avec son contrôle rigide, où il fallait faire des sauts de malade, où tu ne voyais parfois à moitié rien. Le nombre de gars avec qui je me suis pris la tête car ils me disaient que le jeu était terrible, voire le meilleur jeu en 3D, mais moi, à la différence de nombreux potes, je jouais déjà à Super Mario 64, car j'avais la version japonaise. Et au niveau contrôle, dans un environnement 3D, c'est bien plus agréable que Tomb Raiders. J'ai tout de même beaucoup joué au premier Tomb Raider sur PlayStation, car les jeux de ce genre, recherche, action, aventure, il n'y en avait pas des masses à l'époque. Ça s'est tout de même amélioré avec la sortie de Tomb Raider 2 qui est sorti en 1997. D'ailleurs ils ont même fait un manoir en fait où tu pouvais t'entraîner parce qu'ils ont bien compris quand même que le contrôle c'était quelque chose quand même de compliqué dans leur Tomb Raider.
Et puis, pour revenir sur le stand de MO5, il y avait bien 11 Tomb Raider disponibles, si je dis pas de bêtises. Alors ça, c'était du premier qui était sorti justement en 1996, jusqu'à Rise of Tomb Raider qui est sorti en 2015. Et ce qui était marrant, c'est que eh ben, les jeux étaient présentés sur différentes plateformes, enfin sur différentes consoles. Donc il y avait une version Saturn, PS1, PlayStation normale, Dreamcast, PlayStation 2, il y avait même du PC si je dis pas de bêtises, bien sûr PS3. Et on sent un peu le souci du détail de MO5 de profiter de cette occasion pour présenter différentes consoles. Voilà, alors franchement, si vous connaissez pas Tomb Raider, si vous n'avez jamais fait les premiers, je vous les conseille, surtout que maintenant il y a Tomb Raider Anniversary qui est disponible sur Steam et qui coûte pas cher, honnêtement, ça vaut le coup, en remasterisé avec un contrôle un peu plus fluide, voilà quoi, c'est peut-être mieux. À part si vous voulez vous tirer les cheveux, vous pouvez toujours jouer aux versions originales qui, je pense, sont disponibles sur le PlayStation Store. Au centre du stand, on pouvait jouer à Bomberman Saturn qui permet de jouer jusqu'à 10 en même temps avec 2 multitapes. Un jeu que j'ai toujours. Je ne pense pas avoir joué à ce jeu à plus de 8 personnes en même temps. J'avais pas la place dans ma chambre et en plus du fait qu'il faut 10 manettes, il faut aussi un écran suffisamment grand. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de jeu sur le stand. De l'autre côté, Crash Team Racing, considéré pour certains comme l'un des meilleurs jeux de course sur PS1, et l'un des rares qui permet de jouer à 4 en même temps. Ce jeu sorti en 1999 est le Mario Kart de la PlayStation. Ça m'éclate toujours de voir les gens qui bougent avec leurs manettes. La voiture, elle va pas tourner plus là. Ici le bon vieux Smash Bros sur GameCube. Même si le premier est sorti sur Nintendo 64, c'est la version GameCube qui m'a fait accrocher la série. De la NES avec Nintendo World Cup, qui est en fait issue d'une série connue sous le nom de Nekketsu Koko Dodgeball Bu au Japon. Un coin Mario All-Star sur Super Nintendo. Et quand je suis arrivé, l'un des gars tenait la manette à l'envers. Il a peut-être trop joué avec les Joy-Con de la Switch, sur lesquels les boutons peuvent aussi servir de boutons directionnels. Segata Sanshiro sur Saturn est un jeu que je ne m'attendais pas du tout à voir ici, car en plus d'être en japonais, c'est loin d'être un titre connu. Enfin bref, il y avait aussi quelques jeux VR, il y avait aussi un coin indé, mais je pense que j'ai passé énormément de temps déjà à discuter, hein, c'est quand même une longue émission et je peux pas me permettre de passer plus de temps parce qu'il y a le Tokyo Game Show qui arrive et là il faut que je le prépare, donc on va s'arrêter ici. Je prépare encore pas mal de trucs sur le jeu vidéo, donc je pense qu'on va parler du Tokyo Game Show dans les semaines qui vont venir. J'ai aussi sorti la Neo Geo et la Neo Geo Mini pour essayer d'en parler peut-être après le Tokyo Game Show ou entre, on va voir, histoire de faire un petit comparatif et de parler un petit peu des SNK parce que c'est quand même les 40 ans des SNK. On verra, je vais réfléchir à la question. Merci encore une fois d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce et surtout partagez parce que je fais toujours pas des masses de vues. Alors c'est pas grave, c'est pas grave, si, c'est grave. C'est grave parce que je lutte de plus en plus pour les autorisations. Mais je tiens vraiment à vous remercier parce que je trouve que j'ai un public de connaisseurs. Ça fait vraiment plaisir. Une fois encore, même quand j'étais à la Japan Expo, ou même les gens qui me suivent de façon fréquente, c'est des gens qui se connaissent beaucoup en jeux vidéo, ce qui me fait très plaisir. Voilà, je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien. Et puis on se retrouve très prochainement. Et puis je tenais juste à dire aussi que je suis aussi sur Twitch, hein, j'ai commencé à faire un peu de Twitch, donc si ça vous intéresse, checkez le Twitch de Netegeo. それではさようなら。